donc Taoufik, qui est entrepreneur social et militant associatif, Madame Borde, qui est chercheuse en sciences de l'éducation, et Stéphane Boras, qui est syndicaliste et habitant de Bagatelle. J'y tiens. Taoufik, c'est à toi. Merci beaucoup, Ilham. Bonsoir à toutes. Je vais avoir 10 minutes, donc ça va être très très court. Je vais vous poser quelques questions. Ne cherchez pas à trop réfléchir derrière ces questions. L'idée, c'est de permettre de savoir à peu près qui est là, qui n'est pas là. Merci à celles et à ceux qui étaient présentes et présents sur les discussions précédentes. C'était vraiment fort. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là parce qu'il y a 3 ans, juste après la double séquence des présidentielles et des législatives 2022, avec 2 camarades, puis un groupe qui s'est élargi, on s'est posé une question. Cette question, c'est pourquoi les candidats des classes populaires se font douiller systématiquement et massivement aux élections. Donc, douiller, ça recouvre tout un tas de choses. Se faire avoir, se faire arnaquer, des promesses, etc. D'où vient ce constat? Ce constat, il vient notamment des élections législatives 2022, où de nombreux candidates et candidats de quartiers populaires notamment, mais pas que, sur des territoires où ils étaient extrêmement légitimes, parce que actifs et actives au niveau local, parce que responsables d'associations, parce que ayant parfois une vie politique locale longue de plusieurs années, ces candidates et ces candidats ont subi l'écrémage que je qualifierais de social de la NUPES. Voilà, donc notamment à gauche. Et on s'est dit que c'est plus possible de subir ces dynamiques année après année, élection après élection, sans comprendre ce qui se passait. Donc lorsqu'on lance démocratiser la politique, on le lance autour d'une intuition, c'est que la parité sociale en politique, sans l'avoir définie à ce moment-là, la parité sociale en politique peut être l'outil qui peut permettre de réaligner la confiance entre des citoyens intéressés par la politique, des citoyens qui souhaitent être candidates et candidats aux élections, et les institutions politiques. Donc la parité sociale, on va y venir tout à l'heure, enfin dans quelques minutes. Et pour ce faire, on se dit qu'il faut qu'on lance un travail scientifique, un travail de recherche, qui permet de poser des constats, je dirais pas une fois pour toutes, mais pour une fois. Pourquoi? Parce qu'en France et dans de nombreux pays, la sociologie électorale, elle s'intéresse relativement peu aux candidates et aux candidats. Elle s'est beaucoup intéressée à qui sont les personnes qui sont électrices et électeurs, pour qui votent-ils, à quelle catégorie sociale elles appartiennent. Vous voyez, du côté finalement de qui met le bulletin dans l'urne, mais pas du côté de pour qui on vote. Donc, je vais commencer par une première question. Et à votre avis, le chiffre a peut-être fuité, enfin il a fuité puisqu'on a eu quelques articles de presse qui sont sortis. Vous m'entendez là? C'est mieux? Désolé. Première question. À votre avis, sur les 20 dernières années aux élections en France, combien est-ce qu'il y a eu de candidates et de candidats à toutes les élections? Donc c'est difficile d'avoir une discussion collective comme ça, donc je vais vous donner des ordres de grandeur. Qui pense que c'est entre 50 000 et 300 000? Qui pense que c'est moins? Tous les candidats à toutes les élections. Donc toutes les personnes qui ont été candidates au moins une seule fois. Donc qui pense que c'est moins que 50 000? Ouais, ok, d'accord. Donc tout le reste, vous pensez que c'est plus que 50 000, d'accord? Qui pense que c'est moins de 500 000? D'accord, ok. Qui pense que c'est moins de 1 million? Qui pense que c'est plus de 2 millions? Donc, la bonne réponse, bravo aux 2-3, sur les 20 dernières années en France, 2,75 millions de personnes ont été candidates et candidats à toutes les élections. Et dans ces 2,75 millions, on a près d'un tiers qui appartiennent aux classes populaires. Classes populaires qu'on a catégorisées comme étant les ouvriers, les employés, les petits artisans. Comment on a obtenu ce chiffre? On a obtenu ce chiffre en nous intéressant aux données qui figurent, enfin, qu'on a récupérées auprès du ministère de l'Intérieur sur l'ensemble des candidates et des candidats à chaque élection.
c'est une donnée inédite qui montre quelque chose. Les élections, ça intéresse les Français. Merci beaucoup. Il reste 3 minutes? Wow. Les élections intéressent les Françaises et les Français. 2,75 millions. Et un tiers qui appartiennent aux classes populaires. Le problème, c'est l'écrémage. C'est que lorsqu'on arrive en bout de course, c'est un peu comme Orangina, la pub, elle reste en bas. Bah, les classes populaires, c'est pareil. Elles restent en bas. Et c'est ce travail-là qu'on a voulu mener pour démontrer aujourd'hui la surdomination des classes dominantes en France. Je vais même finir avant pour pouvoir laisser la parole et qu'on puisse avoir une discussion. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu montrer avec démocratiser la politique? C'est que le vrai problème, au fond, c'est pas l'absence, c'est pas qui est absent, pour revenir à la première discussion qu'on a eue. C'est qui est présent et qui est trop présent. Lors de la discussion préparatoire avec l'équipe d'Archipel Citoyen et l'Assemblée des quartiers sur cette soirée, j'ai insisté en disant que c'est vraiment bien de s'intéresser à qui, entre guillemets, est exclu ou qui on veut inclure. Mais lorsqu'on veut inclure, ou lorsqu'on s'intéresse à qui est exclu, on ne remet pas en cause le système dans lequel on se trouve, que ce soit un système associatif, que ce soit un système institutionnel ou autre. On ne remet pas en cause. On va chercher 1, 2, 3, 10, 15, 20 personnes pour représenter. Mais on ne s'intéresse pas sur la manière dont le système reproduit. Donc, avec démocratiser la politique, et je rendrai le micro maintenant pour pouvoir laisser la parole, et tout à l'heure, je vais vous montrer quelques données. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est quoi? C'est que, il y a beaucoup de Français qui s'intéressent à la politique. La preuve, beaucoup de candidats et candidates. 2, que à toute élection confondue, tout à l'heure, tu nous as donné les chiffres sur l'Assemblée nationale, mais ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, ça se reproduit partout. Au Sénat, aux élections régionales, au communal, bien sûr, avec des variations en fonction des territoires, on va le voir tout à l'heure. Mais c'est un phénomène qui se reproduit tout le temps. Donc 2, on a une surdomination des classes dominantes. 3, c'est pas une fatalité. C'est possible de changer les choses. Et je vais laisser là-dessus. Comment est-ce qu'on change les choses? Puisqu'on parle de parité sociale, il faut venir nourrir en fait le corpus législatif et réglementaire. Donc, à titre d'exemple, ça permettra d'avoir une discussion ou un débat. On propose déjà 2 choses. La première, c'est de mettre un cap maximal de personnes qui appartiennent aux classes dominantes pour être élus aux élections. C'est-à-dire que nous, on propose que 25% maximum de classes dominantes soient in fine élus. Vous voyez, on ne s'intéresse pas à qui est absent, on s'intéresse à qui est trop présent. Et la deuxième chose, Mohamed, tu parlais tout à l'heure de la Constitution. C'est bien, je te vois plus. Tu parlais bien de la Constitution tout à l'heure. Donc nous, on propose également de modifier la Constitution et d'intégrer dans la Constitution, dans l'alinéa 2 de l'article 1, de rajouter l'égalité des citoyens devant la loi avec toutes les classes sociales. En fait, on veut faire apparaître que toutes les catégories sociales doivent être égales devant la loi. Et pourquoi c'est important? Et je finirai vraiment là-dessus. Parce que l'autre enjeu, c'est de montrer que la lutte des classes, elle n'est pas finie. Et la lutte des classes, elle bat son plein dans la politique française. Avant de distribuer la parole et d'avoir un débat, on va redonner la parole à Taoufik parce qu'il va nous faire un petit focus sur son étude à Toulouse. Merci beaucoup. Alors, avant que je vous commente ce qui est là-dessus, juste vous redire rapidement. Démocratiser la politique, il y a 2 piliers. D'un côté, je vous ai parlé tout à l'heure de la partie données. On a travaillé autour de ces masses de données pour comprendre qui compose aujourd'hui la vie politique française. Et on a travaillé avec des militants et des élus originaires de milieux populaires sur 4 territoires français, aussi bien en quartier populaire, en ville, en centre-ville et également en zone rurale. Donc c'est pas représentatif, mais en tout cas, on a souhaité avoir des points de vue différents pour comprendre quels sont les freins systémiques aux trajectoires politiques des personnes originaires de classes populaires en politique. Donc l'idée, c'était de partir, tu as parlé du plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quelque chose qui revient, mais on a identifié comme ça une grosse vingtaine de freins différents. Le mépris de classe, la question raciale, les codes dont parlait tout à l'heure Véronique, etc. Ceci, on le publiera à l'automne lors du 2e rapport de démocratiser la politique. Dans le premier rapport,
et c'est là où on va parler de chiffres et de données, je vais vous commenter ça dans quelques secondes, on s'intéresse plutôt à la partie quantitative. Donc, je vous ai parlé de changement constitutionnel et je vous ai parlé d'un cap, mais évidemment, on sait bien que ça va pas se produire tout de suite. On va pas avoir un changement de constitution tout de suite. Donc, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cette donnée qu'on a collectée, qu'on a retraitée avec l'aide de personnes géniales et qui nous permettent d'avoir une vue sur ce qui se passe aussi bien à l'échelle nationale que locale. Ce que vous voyez là, c'est inédit, c'est la première fois en France qu'on les montre puisque le rapport final sortira dans quelques jours et que le site internet sera mis en ligne, enfin la nouvelle version du site internet sera mise en ligne dans quelques jours également. Donc je vous dis juste que ces données, elles peuvent légèrement évoluer. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est vraiment les ordres de grandeur. Vous êtes OK avec moi? Alors, ici vous voyez votre belle ville Toulouse et le département. Vous voyez à gauche, j'espère que vous le voyez bien. Vous voyez un petit diagramme, exactement. Il y a deux informations qui sont importantes sur cette diapositive. La première à gauche, vous voyez donc, alors non, tu peux revenir, excuse-moi, merci beaucoup. Donc vous voyez des diagrammes en bas à gauche avec marqué CPOP, donc ce sont les classes populaires au pluriel, pas que pour faire plaisir à Stéphane, les classes moyennes et les classes supérieures ou classes dominantes. Et donc ce qu'on a voulu montrer, c'est grosso modo la couleur que vous voyez la plus visible en premier plan, c'est la proportion d'élus. Celle que vous voyez en arrière-plan, en dernier, c'est la part des classes populaires dans la population toulousaine. Donc vous voyez que grosso modo, d'après les chiffres de l'INSEE, on a à peu près une sorte d'équilibre au niveau Toulouse sur la proportion entre classe populaire, classe moyenne et classe supérieure, classe dominante. Par contre, vous voyez bien la différence entre donc la population, ceux qui se présentent à des listes, c'est le chiffre intermédiaire, et ceux qui sont in fine élus. Maxime, est-ce que tu peux aller? Donc je vous laisse regarder ça, vous voyez que c'est frappant, et pour essayer de comprendre ce qui se passe du début du processus électoral à la fin, on est en train de mettre en place un indicateur. Cet indicateur, donc c'est un indicateur de surreprésentation, soit des classes populaires, soit des classes dominantes, soit des classes moyennes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la surreprésentation des classes dominantes. Donc Maxime, est-ce que tu peux aller à la diapositive suivante, s'il te plaît? Voilà. Donc là, vous voyez quelque chose. Vous retrouvez le même diagramme en bas à droite. Et ce qu'on a essayé de montrer, vous voyez ce compteur, là, c'est une sorte de compteur de vitesse. On a essayé de montrer du début du processus à la fin comment évolue la représentation, la proportion de chacune des classes sociales ou des classes sociales au pluriel dans le processus. Donc vous voyez que grosso modo, au tout départ, lorsque toutes les listes sont présentes, les classes populaires, donc 0, ça veut dire si l'indicateur est à 0, ça veut dire qu'on a une juste représentation de la classe sociale par rapport à ce qu'elle représente sur le territoire. Donc vous voyez qu'au tout départ, sur les listes, on a moins de classes populaires que dans la population et plus de classes dominantes. Le deuxième, la suite, c'est le. Oui. Est-ce qu'on peut savoir la question qui a été posée initialement? Alors ces questions n'ont pas été posées, c'est pas un sondage. Ça, imaginez je sais pas si certains ou certaines ont déjà manipulé un tableau Excel. Ouais, vous voyez à peu près ce que c'est. Imaginez un tableau Excel avec des millions de lignes qui correspondent à nos 2,75 millions de candidates et candidats, avec tout un tas de données, dont le métier, que nous avons retraité sous forme de catégorie sociale. Mais on n'a pas que ça. On a le parti politique. On a le nombre de fois qu'une personne a été élue à des élections. Vous voyez, on a plein de choses. Ça, c'est qu'une infime partie de ce qu'on a. Est-ce que c'est clair? Ouais, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas un sondage, c'est la transcription graphique de millions de lignes sur des documents. Qui nous montre quoi? Au début, en haut à gauche, la représentation de chacune des classes au départ des élections. Ensuite, juste en dessous, les listes qui ont obtenu plus de 5% au premier tour. C'était le cas de Archipel Citoyen, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, d'ailleurs, je ne veux pas remonter un mauvais souvenir aux dernières élections. Et en haut à droite, au final, le ratio final entre d'un côté les élus, de l'autre côté la population. Donc vous voyez bien que le bleu, classe supérieure, classe dominante, est parti vers la droite. Sans jeu de mots. Voilà.
et les classes populaires sont pas parties à gauche, mais en tout cas, vous voyez bien que l'écart s'est accru. Voilà. Ce type d'indicateur, c'est des choses qu'on a envie de mettre et qu'on va mettre à disposition des citoyens et des citoyennes pour rendre transparente la vie politique. Voilà. On va le faire et on a d'autres indicateurs qui vont permettre, nous l'espérons, de faire en sorte que la donnée aujourd'hui non publique devienne un outil qui permette aux citoyens à la fois de pouvoir savoir ce qui se passe au niveau local, mais également de pouvoir mettre leurs représentants politiques sous pression sur les enjeux de représentation. Je finis parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais vous avez là, voilà, en exclusivité pour Toulouse. Ça, c'est pour Toulouse, tout à fait, c'est sur Toulouse. On a les mêmes types de données à l'échelle de toutes les communes de France et pour chacune des élections, et notamment un membre de notre équipe là se cache ici parmi nous, et je te remercie Cédric d'avoir contribué à ces tableaux qui, je crois, sont très explicites. Voilà.